Dans la grande interview, je reçois David Bessis aujourd'hui. Alors, je le présenterai comme un écrivain, un peu magicien, ex-chercheur en mathématiques pures. Son livre Mathematica n'est pas un livre de mathématiques, mais la promesse d'une aventure au cœur de nous-mêmes. C'est même le sous-titre de l'ouvrage. Alors moi, avant même sa sortie, j'ai tout fait pour pouvoir vous recevoir. David Bessis, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Smartech. J'étais très curieuse de savoir enfin comment vous alliez pouvoir nous parler de mathématiques. Et alors, vous commencez par nous expliquer, alors je ne sais plus si c'est au tout début, mais moi en tout cas ça m'a frappé, que cette aventure d'écrire, en fait, c'était mettre des mots sur ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on traverse. Et c'était un peu comme les mathématiques d'écrire. Oui, les mathématiques sont une matière littéraire. Quand j'avais 20 ans, mes amis me disaient « Mais toi, tu es scientifique puisque tu étudies les mathématiques ». Je leur disais « Mais pas du tout, les mathématiques sont une matière littéraire ». À l'époque, je me souviens qu'ils entendaient ça comme une boutade et je crois que j'ai écrit ce livre pour que ça se rende compte que ça puisse être sérieux. Et il y a d'autres choses qu'on entend comme des boutades, hein, quand vous citez Einstein qui nous dit « j'ai pas de don particulier » ou d'autres grands mathématiciens. Vous prenez leur exemple et leur histoire pour démystifier, nous dire « Non, mais ce ne sont pas des boutades, il faut tout à fait les prendre au sérieux » quand ils disent « ce n'est pas un don particulier, les maths ». Alors là, c'est beaucoup plus grave qu'un enjeu de boutade. Parce que ce que dit Einstein, c'est quelque chose de très choquant pour nous. Il dit « Je ne suis pas spécialement intelligent, je n'ai pas de don, je m'y prends juste autrement ». Et on a tous le réflexe de penser qu'ils se moquent de nous, parce que ça nous paraît le comble de l'arrogance, comme quand des top modèles disent que la beauté, c'est pas ça qui compte, c'est la beauté intérieure. On veut pas entendre ça, on pense que c'est la provocation. Ce qui est intéressant, c'est qu'Einstein n'est pas le seul à avoir écrit ça. D'autres grands savants au cours de l'histoire ont écrit ça, la même chose, depuis Descartes, qui commence le discours de la méthode par essentiellement le même propos que celui d'Einstein, jusqu'à plus récemment Alexandre Grothendieck, le grand mathématicien du XXe siècle. Et donc, il y a forcément quelque chose à creuser. Ils ne peuvent pas tous se moquer de nous de la même manière. Et surtout, on les prend au sérieux pour tout le reste, mais pas pour ça. Voilà. Parce qu'on a au plus profond de nous un préjugé, qui est un terrible préjugé, qui dit on ne peut pas devenir mathématicien, c'est forcément un don du ciel, cette compréhension-là. Et ce préjugé, et je crois un préjugé extrêmement toxique, il faut vraiment s'en débarrasser. Il est aussi méchant que les plus méchants des préjugés racistes. Et il a le pouvoir de tétaniser tous ceux qui se confrontent aux mathématiques, parce que c'est difficile pour tout le monde. Quand on commence à se confronter aux mathématiques, on trouve ça dur, et seuls peuvent progresser ceux qui croient à leur capacité de surmonter cette difficulté initiale. Si on croit qu'on ne peut rien y faire... Donc il n'y a pas les bons et les mauvais en maths. Vous dites que c'est un chemin accessible à tous, alors qui nous donne de pouvoirs magiques. Vous entretenez quand même cet aspect magique autour des mathématiques. En fait, c'est comme si on retournait à cette magie de l'enfance, de la découverte. Oui, c'est toujours perçu comme magique parce qu'on ne voit pas comment les gens font. Parce que pour comprendre les mathématiques, il faut faire des gestes invisibles dans sa tête. Et par principe, les gestes qu'on fait dans sa tête, les autres ne peuvent pas les voir. Donc forcément, quand on trouve la solution, on a l'impression que les autres ont l'impression que c'est venu du ciel. Ils n'ont juste pas vu ce qu'on a fait, le cheminement qu'on a fait dans sa tête pour y arriver. Donc je joue évidemment sur la notion de magie. Quand moi, je me suis confronté aux mathématiques, j'ai vu des gens qui étaient beaucoup plus forts que moi et j'avais l'impression que c'était des magiciens. Mais la vraie magie n'existe pas. Quand vous voyez un magicien qui fait des tours de magie, en fait, il s'y prend d'une certaine manière. Et ce que j'ai voulu raconter dans Mathematica, c'est... Un illusionniste plutôt qu'un magicien. Voilà, c'est ça. On est tous des illusionnistes. Et il y a des manières de raconter et d'enseigner cette espèce de tradition secrète des mathématiciens qui n'est pas l'enseignement traditionnel, qui est une histoire totalement différente. Alors, on va y venir à l'enseignement parce que c'est évidemment un point clé. Mais moi, quand même, ce que j'ai compris en lisant votre livre, c'est qu'il y avait un obstacle, et je dirais une malédiction des mathématiques. Pour moi, l'obstacle, c'est, vous le dites clairement, hein, c'est ce langage, la hermétique, avec ces symboles indéchiffrables qu'ont dû inventer les mathématiciens pour expliquer clairement ce qu'ils avaient en tête. Et vous prenez la comparaison avec le solfège, c'est comme si on n'accédait qu'au solfège sans écouter la musique. Oui. Bon, ça, c'est un obstacle quand même. C'est un obstacle, et celui-là, on ne peut pas le régler. C'est comme si les mathématiques étaient une forme de musique qui ne peut se jouer que dans notre tête. Donc forcément, c'est à soi-même de partir de la partition des mots, du langage, pour fabriquer dans sa tête les bonnes images, les bonnes façons de voir qui donnent du sens et qui permettent de prendre du plaisir dans tout ça. Et c'est une réalité, les mathématiques se passent en grande partie dans notre tête. C'est ça qui explique qu'elles ont été traditionnellement si difficiles à enseigner. Après, sur la malédiction,
parce que moi je vais plus loin, il y a un obstacle, une malédiction, c'est qu'on ne peut pas apprendre par imitation, puisque ce sont, comme vous le dites, des gestes invisibles, de l'imagination, on ne peut pas recopier. On ne peut pas recopier, et c'est toute la difficulté. C'est comme si je voulais vous apprendre à faire vos lacets, mais vous ne pouviez pas voir comment moi je fais, et tout ce que je pouvais faire, c'était vous parler au téléphone et vous expliquer. Et essayez d'imaginer, expliquer au téléphone à quelqu'un comment vous faites vos lacets. En fait, vous ne savez pas l'expliquer, vous ne savez pas mettre des mots dessus. Cette difficulté-là est très représentative de la difficulté des mathématiques. Il faut arriver à assembler des choses dans sa tête pour donner du sens à ces mots, et on ne peut communiquer que par le langage. Cette difficulté, elle est là, on ne peut pas l'enlever, mais par contre, quand on commence à dire aux gens qu'il y a cet enjeu de faire des gestes dans sa tête, on se donne une chance de les débloquer. Et alors, vous nous rassurez aussi en nous disant que finalement, même les plus grands mathématiciens ont ce sentiment partagé avec ceux qui se croient nuls en maths d'être totalement largués. Oui, c'est leur quotidien. Mais en fait, ils ne partent pas en courant, c'est ça la différence. C'est ça la différence, exactement. Donc il y a un enjeu dans l'apprentissage mathématique de domestiquer ses peurs. Et je crois d'ailleurs que c'est l'un des principaux bénéfices qu'on peut en tirer. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un « non, tu te trompes, ton intuition est fausse », généralement, les gens réagissent très mal à ça. Soit ils disent ah bon, désolé, ils s'excusent, ils frôlent les murs, ils se soumettent à une rationalité qui leur est imposée. Soit ils sont dans la toute-puissance en disant « non, mais j'ai de toute façon raison, c'est moi qui ai raison, les autres sont des cons, etc. » En fait, les mathématiques sont une sorte de discipline où on va en permanence confronter son intuition avec toutes ses failles et tous ses défauts, avec ce que la logique permet de démontrer rigoureusement, mais parfois en contradiction avec ce qu'on pense. Comment on fait pour faire dialoguer ces deux choses-là? Quand on apprend cet art, c'est une sorte d'art martial, vraiment de dialogue entre l'intuition et la logique, on devient beaucoup plus fort et on domestique sa peur de ne pas comprendre. Et vous me dites l'intuition, ce n'est pas quelque chose de figé, on peut la travailler. C'est l'explication qui donne la réponse à la fameuse phrase d'Einstein. C'est bien parce que notre intuition, notre capacité de compréhension, notre structure cognitive est plastique, malléable, qu'on peut la renforcer. C'est bien pour ça qu'on peut devenir bon en maths et non pas naître bon en maths. Alors, on y vient à cette question quand même de l'enseignement. Alors, vous dites que c'est un véritable désastre, en fait. Depuis qu'on s'est mis en tête d'apprendre les mathématiques aux élèves, on a tout fait de travers. C'est un désastre et je ne voudrais surtout pas jeter la pierre aux enseignants. Je pense qu'ils sont pris, et nous sommes tous pris, dans un malentendu culturel qui remonte à l'Antiquité. Dès l'Antiquité, on a présenté les mathématiques comme le domaine de la logique, de la démonstration, du formalisme. Et tout cela fait évidemment partie des mathématiques, mais ce n'en est qu'une partie. L'autre partie, ce qui se passe dans la tête, n'a jamais été raconté, sans doute parce que ça ne faisait pas sérieux, parce que ça paraissait trop humain, trop psychologique, trop mou, et on l'a gardé secret. Ce qui est intéressant, c'est que je suis loin d'être le premier à dire ça. Descartes dit ça à propos des philosophes de l'Antiquité qui plaçaient les mathématiques très haut, mais lui-même disait « c'est pas possible que ce qu'ils estimaient tant, c'était ces mathématiques scolaires qui n'ont aucun intérêt, qui sont ennuyeuses, qui sont rébarbatives. C'est forcément autre chose, une expérience intérieure, qu'ils n'ont pas voulu nous transmettre, parce qu'une fois qu'on a compris ça, c'est trop facile, en fait. » Alors là, c'est quand même un coup d'épée sur les enseignants, parce que ça veut dire qu'ils garderaient un secret, ils ne nous transmettraient pas la recette magique pour nous intéresser. Alors, ça, c'est ce que dit Descartes. Moi, je n'ai pas cette vision un peu complotiste que lui a. Moi, je crois que l'explication vient d'autre chose, vient vraiment de ce contresens, qui est une erreur épistémologique qu'on se trimballe depuis des siècles, qui est de ne pas avoir pris au sérieux la dimension humaine et psychologique des mathématiques. Il y a une vision nouvelle qui est apparue. Ce que vous appelez la dimension humaine et psychologique, en fait, vous dites c'est presque du développement personnel. C'est apprendre à travailler son intuition. Oui, c'est ça toute personne qui fait des études prolongées en mathématiques prend conscience qu'au fil des ans, son intuition, sa capacité de visualisation progresse. Visualiser par exemple un cercle, une ligne droite, vous nous faites faire quelques exercices. Ce qui est intéressant, c'est que les cercles et les lignes droites sont des concepts mathématiques que vous avez appris dans la petite enfance et qui vous sont tellement familiers que vous avez l'impression de pouvoir les voir et pouvoir les toucher. Si je vous dis imaginez un cercle, vous le voyez dans votre tête. Et si je vous demande est-ce qu'une droite peut couper un cercle en 3 points, vous passez quelques secondes, vous faites un petit dessin animé dans votre tête et vous arrivez à la conclusion que non, une droite ne peut pas couper un cercle en 3 points. Ça, c'est des raisonnements mathématiques intuitifs
qui vous paraissent évidents parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez développé, elle n'était pas là le jour de votre naissance, vous avez développé une image très claire de ce que c'est qu'un cercle et de ce que c'est qu'une droite. Et cette capacité-là que vous avez, vous pouvez l'utiliser pour... Et ça devient une nouvelle intuition, finalement. Exactement. Et vous pouvez l'utiliser pour construire de nouvelles abstractions mathématiques. Et finalement, ce qu'on fait quand on fait des mathématiques, c'est utiliser le langage et la logique comme une sorte d'échafaudage pour construire de nouvelles représentations mentales. Une fois qu'elles sont là, les choses paraissent super simples. Et cette transformation-là, quand on la vit, c'est quelque chose qui est fantastique. C'est une gigantesque source de plaisir. C'est de là que vient le plaisir des gens qui aiment les maths. Parce qu'il n'y a pas que les gens qui détestent les maths, il y a des gens qui les aiment. Absolument. Et ceux qui les aiment vraiment. Ils les aiment vraiment pour ça. Et vous dites ne jamais avoir pensé dans plusieurs dimensions. C'est comme si on n'avait jamais vu la mer ou jamais mangé de chocolat. Oui, se rendre compte qu'on peut raisonner non pas seulement en dimension 1, 2 ou 3, mais en dimension quelconque, c'est une ouverture spirituelle, réellement. Et avoir loupé ça, oui, je crois que c'est comme ne pas avoir vu la mer. Alors, il y a aussi la question de l'erreur, parce que l'intuition, parfois, nous trompe. D'ailleurs, vous nous donnez des exemples très concrets où on se heurte à la défaillance de notre intuition. Et vous dites, justement, le secret, c'est de ne pas avoir peur de l'erreur. Avoir peur de l'erreur, c'est craindre la vérité. Oui, ça, c'est une phrase d'Alexandre Grothendieck qui dit « craindre l'erreur et craindre la vérité ». Grand mathématicien, grand public. Peu connu, et qui a cette phrase formidable qui, je pense, devrait être la devise de toutes les écoles, en fait. C'est craindre l'erreur et craindre la vérité, c'est une seule et même chose. Celui qui craint de se tromper est impuissant à découvrir. Et l'explication de tout ça est toujours la même, c'est cet enjeu de plasticité. Ce qui nous permet de faire progresser notre cognition, c'est la confrontation avec les endroits où elle se trompe. Et quand on prend notre intuition, notre cognition en flagrant délit de se tromper, nous lui donnons une chance de progresser. Finalement, c'est ce que font les petits-enfants. On n'a jamais vu un enfant apprendre à marcher en se mettant debout et en marchant directement. Il s'est cassé la figure pas mal de fois. Et aussi, vous parlez de ce jeu d'empiècement. Ouais. On essaye de faire entrer des étoiles dans les trous. Ouais, les parents font ça très facilement. Les enfants se demandent comment c'est possible. En fait, ils ne voient pas la forme au départ. Ils ne voient pas la forme. Et un jour, c'est la révélation. Et là, c'est la tablette de chocolat, c'est voir la mer, c'est la découverte mathématique. En fait, ils ne lâchent pas prise. Cette caractéristique des petits-enfants, qui est de pouvoir dire 100 fois pourquoi, alors qu'on leur répond un premier pourquoi et ça ne les convainc toujours pas, de pouvoir revenir devant ce jeu avec les ronds et les carrés où ils n'y arrivent pas, ça les met en colère. Mais ils réessayent de pouvoir apprendre à marcher alors qu'ils se cassent la figure des centaines de fois. Mais il n'y a que comme ça qu'on apprend, en fait. Les mathématiques, à un niveau très profond, c'est une activité de coordination psychomotrice. Et on ne progresse dans ces activités qu'en s'y confrontant. Il n'y a personne qui est monté sur une planche à voile et qui ne s'est pas cassé la figure dans l'eau. Ça n'arrive pas. Si vous pensez, quand vous vous cassez la figure et que vous tombez dans l'eau, que vous êtes de naissance incapable de faire de la planche à voile parce que c'est comme ça, vous n'avez pas eu ce don magique du ciel de savoir faire de la planche à voile, vous ne pouvez pas apprendre. Et c'est pareil avec les maths. Vous voyez la puissance du préjugé. Absolument. Et donc, vous nous dites, il n'est pas trop tard et on peut s'y essayer à travers votre ouvrage. Je voulais quand même vous faire réagir sur la question de l'intelligence artificielle parce qu'au-delà de 10 ans de recherche au CNRS, de l'écriture, là, c'est votre 3e ouvrage, Mathematica, vous êtes aussi un entrepreneur. Vous avez fondé votre entreprise dans l'intelligence artificielle, mais vous avez été reçu par Stéphane Soumier. Et dans votre interview, vous avez dit que vous préfériez parler d'intuition artificielle. Oui, c'est ce qui personnellement m'a séduit dans ce domaine qu'on appelle à tort l'intelligence artificielle. C'est que pour la première fois, en apprenant moi-même comment fonctionnaient ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage profond, qui sont au cœur des technologies nouvelles d'intelligence artificielle, pour la première fois, j'ai vu un modèle mathématique, c'est une simplification, c'est une simulation, mais un modèle mathématique qui rendait assez bien compte du chemin de progression intellectuelle du côté de l'intuition que j'avais connu au cours de ma carrière de mathématicien, ce qui me paraissait à l'époque être de la magie, parce que je ne comprenais pas comment... Mais vous dites aussi qu'on a tort de faire le parallèle entre le cerveau et l'ordinateur. Oui, l'ordinateur, c'est la machine qui rend physique la notion de logique et de calcul. Mais ça, c'est la face visible, formelle des mathématiques. L'autre face, celle qui est celle de la compréhension intuitive, est celle qui est beaucoup plus proche du fonctionnement de notre cerveau. Pendant très longtemps, pendant toute l'histoire de l'humanité jusqu'à il y a quelques années,
on comprenait très mal ce que ça voulait dire que d'apprendre intuitivement. On ne savait pas le modéliser mathématiquement, on ne savait pas fabriquer des machines qui imitaient ça. C'est réellement ce qu'on a percé en faisant ces programmes d'apprentissage profond. On a pour la première fois fabriqué un modèle qui permet de faire des simulations de comment nous apprenons, par exemple, à reconnaître des objets à partir de la vision brute. Vous ne voyez pas juste des pixels de couleur, vous voyez des formes, vous avez envie de les nommer, vous reconnaissez des objets. Ben, on comprend maintenant comment un amas de neurones qui a priori n'a pas de structure peut faire émerger spontanément des concepts, des formes. Et le mécanisme d'apprentissage se fait par la confrontation à l'erreur, justement. Alors, je voulais terminer cette interview, puisque j'ai un mathématicien, donc magicien, un peu rêveur, avec l'interview express. Je vous lance sur un mot, vous répondez aussi spontanément que possible. David Bessy, quels sont déjà vos rêves? Ils changent tous les jours. Vos peurs? J'essaie de m'en débarrasser, donc si j'en avais une dont j'avais le nom qui me viendrait spontanément, j'aurais essayé de m'en débarrasser déjà. Une idée fixe, peut-être? Qu'est-ce que ça veut dire que comprendre? Est-ce que vous avez une interrogation, quelque chose qui vous travaille? J'aimerais vraiment comprendre ce qui sépare les destins psychiques des gens. C'est frappant de se dire qu'on est des animaux très proches les uns des autres et qu'on vit la vie de manière extrêmement différente dans notre identité sociale, dans notre psychologie. Et c'est au fond le sujet du livre. Je sais que c'est une réponse beaucoup trop longue que je vous donne, mais... Le futur, vous l'imaginez comment alors? Avec toutes ces différences psychiques? Incertain. Incertain. Et comment vous voyez la prochaine révolution, la plus concrètement, de l'intelligence artificielle, de ces algorithmes qui travaillent un peu comme fonctionne notre cerveau? La révolution, elle se fait par les usages. Donc la vraie question, c'est comment nous allons nous approprier ça pour en faire des outils au service des humains et dépasser le mythe de choses qui nous remplaceraient et deviendraient les maîtres du monde. Et vous, dans 5 ans, vous pensez que vous serez? Je n'en ai pas la moindre idée. Pas la moindre idée. Parce que quand même, faire le saut de la recherche à l'entreprise, c'est pas un saut habituel. Et aujourd'hui, votre entreprise s'appelle Tiny Clues. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. C'est quand même 70 personnes, des bureaux à Paris, New York, Berlin. Des bureaux à Paris et New York, oui. C'est une transition très inhabituelle. Je pense elle a beaucoup de valeur et j'espère que c'est un modèle qui sera repris. Je crois qu'en reliant la culture académique qui a ses forces et ses faiblesses avec la vie de l'entreprise, on apprend beaucoup et on peut apporter beaucoup. Merci beaucoup. C'était la grande interview de David Bessy, fondateur de Tiny Clues, une entreprise dans l'IA, mais surtout l'auteur aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai invité, de Mathematica aux éditions du Seuil. Passionnant pour tous ceux qui se demandent pourquoi ils aiment ou ils détestent les mathématiques. On se retrouve dès lundi, je vous laisse tout le week-end pour réfléchir à cette question.